Bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle vidéo de notre chaîne Hot News. Dans cet hommage d'aujourd'hui, nous mettrons en lumière les célébrités américaines décédées aujourd'hui, ainsi que d'autres personnalités notables du monde entier qui nous ont quittés ces derniers jours. Avant de commencer, nous vous demandons votre soutien. Veuillez aimer cette vidéo. Cela signifie beaucoup pour nous et aide à maintenir ces histoires importantes vie. Merci d'être ici avec nous. Maintenant, commençons. 1. Kelly Mack, dont beaucoup se souviennent pour son rôle d'Addy dans la 9e saison de The Walking Dead, est décédé à seulement 33 ans après une bataille contre un glome du système nerveux central. Né à Cincinnati et élevé dans divers États, la passion de Kelly pour la narration a commencé tôt lorsqu'elle a reçu une mini-caméra vidéo cadeau d'anniversaire. Cette simple étincelle s'est transformée en un parcours créatif à part entière, l'emmenant de rôles d'enfant acteur dans des publicités à l'obtention d'un diplôme cinématographie de l'université Chapman. Sa présence à l'écran ne s'est pas limitée aux drames télévisés. Elle a également fait des apparitions notables dans des émissions comme 9-11 et Chicago Med et a joué dans un large éventail de publicités nationales, de la campagne Fansville de Dr Pepper à des publicités sincères pour Rakuten aux côtés de sa mère. Elle a même prêté sa voix à Spider-Man, Into the Spider-Verse, tant que doubleuse de Gwen Stacy, montrant que ses talents s'étendaient bien au-delà de l'objectif de la caméra. Les crédits cinématographiques de Kelly incluent Dory, rôle dans Broadcast Signal Intrusion et Delicate Arch, son dernier projet Universal, devant sortir 2025, un film où elle a également été productrice exécutive. Mais son talent artistique ne s'est pas arrêté à la comédie. Kelly a coécrit plusieurs scénarios de longs métrages avec sa mère, dont un drame sur le baseball inspiré par ses grands-parents. Hors écran, elle a embrassé la vie avec la même énergie et le même dynamisme qu'elle apportait à son métier. Elle a joué au tennis à l'université, aimé la randonnée, le vélo, le fantasy football, les animaux peluches, le pop-corn, le bourbon et avait même un penchant pour parler avec un accent britannique juste pour le plaisir. Sa personnalité était aussi vive que sa vision créative. Profondément aimée, follement curieuse et joyeusement expressive, elle a vécu à Los Angeles pendant les 11 dernières années de sa vie, créant, jouant et laissant sa marque d'innombrables façons. Sa famille, y compris ses parents, ses frères et sœurs, ses grands-parents et son petit ami de longue date, honorera sa mémoire dans l'Ohio et à Los Angeles, se souvenant d'une vie vécue avec passion et détermination. 2. Alfie Wise, aimé pour ses rôles aux côtés de Burt Reynolds, est décédé à 82 ans de cause naturelle le 23 juillet à West Palm Beach, Floride. Connu pour son humour et sa petite taille de 1,65 m, Wise est apparu dans 9 films avec Reynolds, dont Smokey et le Bandit, The Cannonball Run et The Longest Yard. Il a également joué dans Hooper, Stroker Ace, Heat, City, Heat et Paternity, devenant un pilier des comédies et des films d'action de Reynolds. À la télévision, il a joué Oliver Wardell dans BL Striker et a joué tant qu'invité dans Evening Shade, renforçant ainsi son partenariat à l'écran avec Reynolds, né Ralph Lewis Wise à Altoona, Pennsylvanie, 1942. Il a été président de classe à l'école et à l'université, obtenant son diplôme de Penn State 1964. Après avoir servi dans la marine, où il a animé des émissions à bord d'un navire, Wise a déménagé à Los Angeles et a commencé sa carrière dans le divertissement tant que page de NBC. Il a obtenu ses premiers rôles dans Color Mom et The Sandy Duncan Show avant de percer au cinéma. Dehors des films de Reynolds, il était Monsieur Rabbit Ears dans Uncle Croc's Block et a joué aux côtés de Lou Fino dans Trauma Center. Il est également apparu dans Midway, Rad, Hot Stuff, Mary Hartman, The Jeffersons et même dans la série pour adolescents Club 7 à Miami. Wise a fait des apparitions dans Match Game et a travaillé comme assistant de Reynolds pendant leur longue amitié. Plus tard dans sa vie, il est devenu agent immobilier à Jupiter, Floride,
près de l'ancienne maison de Reynolds. Wise a un jour décrit le travail avec Reynolds comme faisant partie d'une fête de quartier continue, un sentiment auquel le public s'est connecté. Son charme, sa loyauté et son énergie comique ont fait de lui une figure précieuse à l'écran et hors écran. Alfie Wise laisse derrière lui un héritage de rire, des rôles mémorables et d'une amitié de toute une vie qui ne sera jamais oubliée. 3. Jane Morgan, chanteuse américaine légendaire, est décédée à 101 ans de cause naturelle alors qu'elle était soins palliatifs Floride. Elle est devenue célèbre grâce à son succès intemporel Fascination, qui est devenu un classique mondial dans les années 1950. Née dans le Massachusetts, elle a commencé sa carrière dans les boîtes de nuit parisiennes et a enregistré près de 40 albums 5 langues. Elle est apparue dans des émissions comme le Ed Sullivan Show et le Tonight Show et a chanté aux Oscars 1961 et 1966. 1968, elle a réalisé un rêve jouant à Broadway dans Mème. Morgan a pris sa retraite dans les années 1970 pour se consacrer à sa famille avec son mari Jerry Winninrobe. 2011, elle a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame et a chanté Fascination pendant la cérémonie. Elle laisse derrière elle des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants et un héritage qui vivra à jamais dans l'histoire de la musique. 4. Jonathan Kaplan, réalisateur acclamé de Les Accusés et producteur de Air, est décédé à 77 ans après une lutte contre le cancer du foie. Il a dirigé Jodie Foster vers un Oscar dans Les Accusés et a obtenu 5 nominations aux Emmy Awards pour son travail sur Hier, où il a réalisé 40 épisodes. Né à Paris, 1947, Kaplan est issu d'une famille ancrée dans le divertissement et a été encadré par Martin Scorsese à NYU. Il a commencé avec des films de série B comme Truck Turner avant de passer à des films majeurs comme Love Field, Unlawful Entry et Brokedown Palace. Kaplan a également réalisé des vidéoclips pour Barbara Streisand et Rod Stewart et a travaillé sur des émissions comme Law and Order, SVU et Without a Trace. Il laisse dans le deuil sa fille Molly, sa sœur Nora Efthlin et ses nièces Anna et Eliza. 5. Lonnie Anderson, star emblématique de WKRP à Cincinnati, est décédée à 69 ans à Los Angeles après une longue maladie. Elle est devenue célèbre tant que Jennifer Marlowe, la réceptionniste intelligente et glamour, qui a redéfini le stéréotype de la blonde idiote à la télévision. 2 fois nommée aux Emmy Awards, Anderson a également incarné des légendes hollywoodiennes dans des téléfilms et a joué dans des remakes de films classiques. Son mariage très médiatisé et son divorce chaotique avec Burt Reynolds l'ont maintenue à la une des journaux dans les années 90. Elle laisse dans le deuil ses enfants, son mari Bob Flick et ses petits-enfants. Un service privé aura lieu au Hollywood Forever Cemetery. 6. Robert Charles Hunter, ancien PDG de PepsiCo Food Systems et mari de l'actrice Diane Ladd, est décédé à l'âge de 77 ans. Il est décédé jeudi à Fort Worth, au Texas, alors qu'il rendait visite à ses enfants, a confirmé sa famille. Hunter a passé 23 ans chez PepsiCo, dirigeant sa division des systèmes alimentaires pendant 11 ans, supervisant des marques comme Pizza Hut et Taco Bell. 1999, il a épousé Diane Ladd et a cofondé Excel Entertainment avec elle, apparaissant plus tard dans Inland Empire de David Lynch, aux côtés de Ladd et de sa fille Laura Dern. Né Allemagne le 2 avril 1948, Hunter était également un romancier, publiant 2 livres qui reflétaient sa profonde curiosité et son intellect. Il laisse dans le deuil son épouse Diane Ladd, sa belle-fille Laura Dern, ses enfants Brandon, Amy et Emily et 10 petits-enfants. 7. Ginny Seely, star de la musique country récompensée aux Grammy Awards et légende du Grand Ole Opry, est décédée à l'âge de 45 ans à Nashville, raison de complications d'une infection intestinale. Elle est devenue célèbre grâce à son succès de 1966, Don't Touch Me, remportant un Grammy de la meilleure performance vocale country féminine et 2 nominations supplémentaires tout au long de sa carrière. Membre du Grand Ole Opry depuis 1967, Seely a brisé les barrières
tant que première femme à animer régulièrement des segments sur la scène emblématique, s'y produisant plus de 5000 fois. Née à Titusville, Pennsylvanie, 1940, elle a commencé sa carrière à la radio locale avant de déménager à Nashville, où sa carrière musicale a prospéré. Silly a classé plus de 2 douzaines de singles, a écrit des succès pour d'autres artistes et a collaboré à des duos bien aimés avec Jack Green, notamment Wish I Didn't Have to Miss You. Elle a sorti 17 albums, dont un American Classic 2020, et a lancé sa propre émission SiriusXM Sundays with Silly 2018. Sa dernière performance à l'Opry a eu lieu février. On se souvient d'elle comme d'une pionnière, d'une voix puissante dans la musique country et d'une amie chère à des légendes comme Dolly Parton. 8. Alon Abitbol, acteur israélien acclamé connu pour ses rôles dans Snowfall, The Dark Knight Rises et Munich, est décédé à l'âge de 60 ans après s'être effondré sur une plage près de Tel Aviv. Des témoins ont déclaré qu'il était sorti. Il était sorti de l'eau se sentant mal avant de s'effondrer soudainement. Une RCR a été tentée, mais il n'a pas pu être réanimé. Avec une carrière de plus de 40 ans, Abitbol était l'un des acteurs les plus respectés d'Israël, remportant le prix Ophir et jouant dans des films comme Nena's Tragedies, Out of the Blue et Place in Heaven. À Hollywood, il est apparu dans Rambo 3 Body of Lies et dans le rôle du Dr Pavley dans The Dark Knight Rises. À la télévision, il a joué dans Homeland, The Leftovers et plus récemment dans le rôle David Drexler dans Snowfall. Ses co-stars l'ont félicité comme un partenaire de scène généreux et un interprète puissant. Il laisse dans le deuil sa femme, Sherbilia, et leurs 4 enfants. 9. Tom Lehrer, le brillant mathématicien devenu satiriste musical dont les chansons pleines d'esprit et irrévérencieuses sont devenues emblématiques dans les années 1960 et 1960, est décédé à l'âge de 97 ans à son domicile de Cambridge, dans le Massachusetts. Lehrer a commencé son parcours universitaire à Harvard à seulement 15 ans, obtenant une maîtrise mathématique, tout composant des chansons pointues et humoristiques, qui capturaient les absurdités politiques et culturelles de l'époque. Son premier album de 1953, Songs by Tom Lehrer, est devenu un succès inattendu, suivi de More of Tom Lehrer et de l'enregistrement direct An Evening Wasted with Tom Lehrer, mettant en valeur son jeu de mots intelligent et son humour noir. Il est devenu connu pour des classiques satiriques comme The Elements, The Masochism Tango, The Old Dope Peddler et I Hold Your Hand in Mine, et a écrit de la musique pour l'émission satirique That Was the Week That Was dans les années 60. Malgré le succès commercial, Lehrer a cessé de se produire 1967 et a ensuite composé des chansons pour l'émission pour enfants de PBS, The Electric Company. Il a passé le reste de sa vie à enseigner à Harvard, au MIT et à l'UC. Son mélange unique d'intellect et d'humour a laissé une marque indélébile sur la satire musicale et a inspiré des générations d'interprètes. 10. Marlene Warfield, l'actrice dynamique connue pour ses rôles puissants dans The Great White Hope et Network, est décédée à l'âge de 83 ans à Los Angeles après une bataille contre le cancer du poumon. Elle est devenue célèbre à Broadway dans The Great White Hope dans le rôle de Clara, un rôle qu'elle a repris dans l'adaptation cinématographique de 1970 aux côtés de James Earl Jones et Jane Alexander. Dans Network 1976, elle a livré une performance mémorable dans le rôle de Lauryn Hobbs, incarnant une révolutionnaire fougueuse face à Faye Dunaway dans l'une des scènes les plus emblématiques du film. À la télévision, elle est apparue dans le rôle de Victoria Butterfield, la gouvernante jamaïcaine intelligente et indépendante, au cours de la dernière saison de mode de Norman Lear. Née dans le Queens et élevée à Brooklyn, Warfield s'est formée danse, opéra et théâtre, étudiant plus tard au Brooklyn Conservatory et à l'American Institute of Theatre and TV Arts. Elle a joué dans The Blacks aux côtés de légendes comme Cicely Tyson et Maya Angelou et a fait ses premières apparitions à la télévision dans The Defenders et The Nurses. Ses crédits cinématographiques incluent Joe Across 110th Street et Joe Dancer,
Your Life is Calling et elle a joué dans des séries comme The Jeffersons, ER, Law and Order et The West Wing. 2000, elle est remontée sur scène dans King Hedley 2 d'August Wilson à Pittsburgh, réaffirmant ses racines théâtrales. Elle laisse dans le deuil son fils Keith, son petit-fils Demetrius, sa sœur Shaita et sa cousine Vivien. L'héritage de Marlène Warfield se perpétue à travers ses performances audacieuses et sa présence révolutionnaire sur scène et à l'écran. Cleo Lane, la chanteuse de jazz britannique légendaire connue pour son inimitable contralto rauque et ses performances défiant les genres, est décédée à l'âge de 97 ans. Elle est décédée paisiblement, comme l'a confirmé The Stables, la salle de concert et l'organisme de bienfaisance qu'elle a cofondé avec son défunt mari, le chef d'orchestre de jazz Sir John Dankworth. La voix extraordinaire de Lane l'a portée à travers le jazz, la musique classique et le théâtre musical, interprétant des œuvres de tous, de Kurt Weill à Schumann, et lui valant une renommée mondiale au cours d'une carrière de 7 décennies. Née Clementina Dina Campbell, 1927. D'un père jamaïcain et d'une mère britannique, Lane a grandi avec un amour profond pour la musique et a commencé à se produire dès son enfance. 1951, elle a auditionné pour le groupe de Johnny Dankworth, lançant sa carrière et finalement un partenariat de toute une vie qui a mené à leur mariage 1958. Sa gamme vocale unique, allant d'un riche contralto à un soprano délicat, lui a valu d'être comparée aux plus grandes voix de l'histoire du jazz. Au Royaume-Uni, elle est devenue la première artiste de jazz britannique à être faite dame 1997, honorant ses contributions pionnières à la musique. Aux États-Unis, elle est devenue lauréate d'un Grammy pour Cleo at Carnegie et nominée aux Tony Awards pour son rôle dans The Mystery of Edwin Drood. Lane a également brillé sur scène dans Showboat, Hedda Gabler, Les Troyennes et de nombreuses œuvres classiques, ne se limitant jamais à une seule catégorie. Dankworth et elle ont continué à se produire bien après leurs 80 ans, leur dernier concert commun ayant eu lieu quelques heures seulement avant sa mort 2010. Cleo Lane laisse dans le deuil ses enfants, Alec et Jacqueline, et laisse derrière elle un héritage musical qui a brisé les barrières et redéfini le jazz britannique. Chuck Mangione, le musicien de jazz 2 fois lauréat d'un Grammy Award, surtout connu pour son classique de smooth jazz Feel So Good, est décédé à l'âge de 84 ans. Il est décédé paisiblement dans son sommeil à son domicile de Rochester, dans l'État de New York, comme l'a confirmé son avocat. Mangione était à la retraite depuis 2015. Feel So Good, sorti 1977, est devenu un succès mondial, atteignant la 4e place du Billboard Hot 100 et se taillant une place comme l'une des mélodies les plus reconnaissables du jazz moderne. Joueur de bugle et de trompette, Mangione a enregistré plus de 30 albums et a été largement salué pour avoir mélangé le jazz à l'accessibilité pop. Il a remporté son premier Grammy pour l'album Bellavia, suivi d'un deuxième pour la musique du film The Children of Sanchez, qui a également été nominé pour un Golden Globe. Son single sur le thème des Jeux Olympiques, Give It All You Got, a été interprété lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques d'hiver de 1980, ce qui a encore renforcé son attrait grand public. Plus tard dans sa carrière, Mangione a gagné de nouveaux fans, tant que personnage récurrent dans King of the Hill, se faisant la voix de lui-même, tant que porte-parole de Megalomart avec le slogan « Where shopping feels so good ». Né à Rochester et ayant fait ses études à la Eastman School of Music, il a joué très tôt avec les Jazz Messengers d'Art Blakey et a cofondé les Jazz Brothers avec son frère pianiste Gap Mangione. 2009, il a fait don de son chapeau de feutre signature, de ses partitions musicales et de ses souvenirs à la Smithsonian Institution. Chuck Mangione laisse derrière lui un héritage de jazz qui traverse les genres, de mélodies joyeuses et une carrière qui a fait sorte que la musique soit si agréable pour des millions de personnes dans le monde entier. Hulk Hogan, l'icône du catch qui a fait de Hulkamania un phénomène mondial, est décédé à l'âge de 71 ans. Connu pour son physique imposant, son équipement jaune signature et son énergie électrisante,
Hogan a contribué à propulser la WWE vers le statut de star de la culture pop dans les années 1980. Il a été la tête d'affiche de 8 WrestleMania, a tristement célèbrement claqué André le Géant en 1987 et a remporté 6 championnats de la WWE. Plus tard, tant que Hollywood Hogan, il s'est réinventé avec le méchant NWO dans la WCW, remodelant une fois de plus l'image du catch. Dehors du ring, Hogan a joué dans Rocky III, a dirigé le dessin animé Rock and Wrestling et est apparu dans d'innombrables émissions et films. Son charisme a rayonné bien au-delà du ring. Malgré les controverses, Hogan est resté un symbole déterminant du catch professionnel. Il laisse dans le deuil sa femme Sky et ses 2 enfants. Son héritage, immortel. Vince Kendra, l'estimé talent scout du Ed Sullivan Show, qui a contribué à amener les Beatles sur les écrans de télévision américains, est décédé à l'âge de 91 ans. Ayant commencé dans le service du courrier de l'émission 1957, son charisme et son sens de la rue lui ont valu la confiance de Sullivan, ce qui lui a permis de progresser jusqu'à réserver des numéros importants comme Julie Andrews, Alan King et George Carlin. Son rôle coulisses a contribué à façonner certains des moments les plus emblématiques de l'histoire de la télévision directe. Il a tristement célèbrement remplacé George Harrison lors de la répétition générale des Beatles et a négocié des changements de paroles avec The Doors et The Rolling Stones. L'influence de Kendra s'est étendue bien au-delà de la diffusion de l'émission, réservant plus tard des stars comme Frank Sinatra, Marlon Brando et Meryl Streep pour des émissions spéciales et des talk-shows importants. Originaire de Brooklyn, élevé par ses grands-parents, le parcours de Kendra, de trieur de courrier à légende de la télévision, reflète une vie de dévouement, de résilience et un amour profond pour le divertissement. Son héritage se perpétue dans chaque moment qu'il a contribué à créer et qui résonne encore aujourd'hui dans la culture pop. Ozzy Osbourne, le pionnier du groupe Black Sabbath et figure emblématique du heavy metal, est décédé à l'âge de 76 ans. Connu comme le prince des ténèbres, Ozzy a façonné le son et l'âme de la musique métal à travers les générations. De ses débuts à Birmingham à la superstar mondiale, sa voix et sa présence ont défini une époque du rock. Il a d'abord captivé le monde avec le son sombre et tonitruant de Black Sabbath, co-créant des albums qui ont jeté les bases du métal. Après avoir été renvoyé en 1979, il a lancé une carrière solo qui a engendré des disques de platine et des succès emblématiques comme Crazy Train et Mama, I'm Coming Home. Malgré ses luttes contre la dépendance et ses pertes personnelles, il est resté une force implacable sur scène. Ozzy est redevenu un nom familier grâce à la télé-réalité avec The Osbournes, montrant un côté plus doux, chaotique et humoristique de sa légende. Il a été intronisé 2 fois au Rock and Roll Hall of Fame et a vendu plus de 100 millions d'albums au cours de sa carrière. Seulement 17 jours avant sa mort, Ozzy a donné un dernier spectacle à Birmingham, rejoint par Metallica, Guns N' Roses et d'autres. Un adieu digne d'une légende. Entouré de sa famille, il est décédé paisiblement, laissant derrière lui un héritage de sons, de rébellion et de moments inoubliables. Angelina Jolie-Waite est née le 4 juin 1975 à Los Angeles, Californie, dans un monde de glamour hollywoodien et de turbulences sous-jacentes qui allaient façonner sa personnalité complexe et sa future carrière. Née de l'acteur Jon Voight, lauréat d'un Academy Award, et de l'actrice Marceline Bertrand, l'enfance d'Angelina a été marquée à la fois par des privilèges et des défis émotionnels profonds qui allaient, quand elle est plus tard, influencer son travail humanitaire et ses relations personnelles. Ses premières années ont été passées dans l'ombre de la célébrité de son père, mais aussi sous l'aile protectrice de sa mère dévouée, Marceline. Quand Angelina n'avait qu'1 an, le mariage tumultueux de ses parents a commencé à s'effondrer, ce qui a mené à leur séparation lorsqu'elle avait 2 ans et à leur divorce éventuel 1968. Cette première expérience de dissolution familiale allait devenir un thème récurrent dans sa vie, créant à la fois une vulnérabilité et une force qui ont caractérisé son approche des relations et de la maternité. Ayant grandi principalement avec sa mère et son jeune frère James Avon à New York,
Angelina a connu une enfance bien éloignée de l'éducation hollywoodienne typique à laquelle on pourrait s'attendre. Marceline, déterminée à protéger ses enfants de l'influence potentiellement corruptrice de l'industrie du divertissement, a occupé divers emplois pour subvenir aux besoins de sa famille de manière indépendante. Cette décision signifiait que les premières années d'Angelina ont été marquées par des difficultés financières, un contraste frappant avec la richesse associée à la carrière fructueuse de son père. L'absence de son père a créé un vide qu'Angelina a profondément ressenti tout au long de son enfance. La présence sporadique de Jon Voight dans sa vie, combinée à ce qu'elle a décrit plus tard comme son indisponibilité émotionnelle, a favorisé des sentiments d'abandon et de rejet qui allaient influencer ses relations jusqu'à l'âge adulte. Ce vide paternel a contribué à sa nature rebelle et à sa recherche constante de sens et de connexion. Malgré ces difficultés, Angelina a fait preuve d'une intelligence et d'une créativité remarquables dès son plus jeune âge. Elle était attirée par la performance et la narration, créant souvent des fantasmes élaborés et des scénarios de jeux de rôle. Sa mère a reconnu les inclinations artistiques de sa fille et l'a inscrite à des cours de théâtre au Lee Strasberg Theatre Institute quand Angelina avait 11 ans. Cette première exposition aux techniques de jeu de rôle allait plus tard contribuer à l'intensité et à l'authenticité qu'elle a apportée à ses rôles au cinéma. Au cours de son adolescence, la relation d'Angelina avec son identité est devenue de plus complexe. Elle a lutté contre des sentiments de ne pas appartenir complètement à aucun endroit, se décrivant comme se sentant différente de ses pairs. Ce sentiment d'altérité a été aggravé par son apparence saisissante. Ses lèvres pulpeuses, ses yeux perçants et sa silhouette élancée et anguleuse la faisaient ressortir d'une manière qu'elle trouvait parfois inconfortable pendant son adolescence. Les difficultés financières de la famille ont fait qu'Angelina a fréquenté diverses écoles tout au long de son enfance, y compris la Beverly Hills High School, où elle se sentait particulièrement déplacée parmi les étudiants riches. Son sentiment de ne pas s'intégrer a été exacerbé par sa phase gothique au début de son adolescence, lorsqu'elle s'habillait noir, expérimentait l'automutilation et développait ce qu'elle a décrit plus tard comme une obsession pour la mort et les ténèbres. Cette période reflétait ses luttes intérieures contre la dépression et sa recherche de moyens de ressentir quelque chose de significatif dans ce qui semblait être une existence émotionnellement engourdie. La transformation d'Angelina Jolie, d'une adolescente troublée à l'une des actrices les plus reconnaissables et les mieux payées d'Hollywood, représente l'une des trajectoires de carrière les plus remarquables du cinéma moderne. Son chemin vers la gloire n'a été ni immédiat ni conventionnel, marqué par des choix audacieux, des performances intenses et une volonté de prendre des risques que de nombreux acteurs établis éviteraient. Ses débuts d'actrice professionnelle ont eu lieu en 1993 avec le film de science-fiction à petit budget Cyborg 2, où elle a joué Cassela Cachery, un robot presque humain conçu pour l'espionnage d'entreprise. Bien que le film ait été largement oubliable et ait reçu une sortie salle minimale, il a fourni à Angelina son premier avant-goût de la responsabilité d'un rôle principal et des aspects techniques. Des aspects techniques du tournage. L'expérience, bien que non épanouissante sur le plan artistique, lui a donné un aperçu précieux du rouage commercial de l'industrie du cinéma. La véritable percée dans sa carrière est survenue avec le film biographique de HBO de 1998, Gia, où elle incarnait la tragique top modèle Gia Karangi, décédée de complications liées au sida à l'âge de 26 ans. Ce rôle a exigé tout d'Angelina, une vulnérabilité émotionnelle, une transformation physique et le courage de dépeindre à la fois les aspects glamour et dévastateurs de la dépendance et de l'autodestruction. Sa performance était tout simplement révolutionnaire, capturant à la fois la beauté magnétique de Gia et sa spirale tragique dans la toxicomanie, avec une honnêteté sans faille. La préparation pour Gia a été intense et transformatrice. Angelina s'est complètement immergée dans le rôle, étudiant des heures d'images de la vraie Gia, rencontrant des personnes qui la connaissaient et habitant psychologiquement l'état d'esprit troublé du personnage. La performance lui a valu un Golden Globe Award de la meilleure actrice dans un téléfilm et l'a établie comme une actrice sérieuse
capable de gérer des documents complexes et stimulants. Les critiques ont salué son approche intrépide du rôle et sa capacité à transmettre à la fois force et vulnérabilité simultanément. Suite au succès de Gia, la carrière d'Angelina a pris un élan considérable avec Une vie volée 1999, où elle a joué Lisa Rowe, une sociopathe charismatique dans un établissement psychiatrique. Aux côtés de Winona Ryder, Angelina a livré une performance à la fois magnétique et profondément troublante. Son interprétation de Lisa était si convaincante et multiforme qu'elle a éclipsé l'actrice principale du film, lui valant des éloges généralisés de la critique et, surtout, l'Academy Award de la meilleure actrice dans un second rôle. La victoire aux Oscars 2000 a catapulté Angelina dans la liste A d'Hollywood, mais c'est son rôle de Lara Croft dans Lara Croft. Tomb Raider 2001 qui l'a transformée en une icône mondiale. Le rôle a nécessité une préparation physique intensive, y compris un entraînement aux armes, des arts martiaux et du travail de cascade qu'Angelina a adopté avec une intensité caractéristique. Son interprétation de l'héroïne de jeux vidéo était à la fois exigeante physiquement et réussie commercialement, rapportant plus de 274 millions de dollars dans le monde et l'établissant comme une star d'action rentable. Le succès de Tomb Raider a mené à sa suite Lara Croft Tomb Raider, le berceau de la vie, 2003, qui a encore cimenté son statut d'héroïne d'action. Cependant, Angelina a pris soin de ne pas être typée, choisissant des rôles divers qui ont mis valeur son éventail d'actrices. Sa performance dans Un cœur invaincu 2007, où elle a incarné Marion Pearl, la veuve du journaliste assassiné Daniel Pearl, a démontré son engagement envers des films sérieux et socialement conscients. L'une de ses performances les plus réussies commercialement et saluées par la critique est peut-être celle de Mr. et Mrs. Smith 2005, où elle a joué aux côtés de Brad Pitt tant qu'assassins mariés qui découvrent qu'ils ont été embauchés pour s'entretuer. Le film était remarquable non seulement pour son succès au box-office, mais aussi pour la romance réelle qui s'est développée entre les costards pendant le tournage, qui allait plus tard devenir l'une des relations les plus scrutées d'Hollywood. La polyvalence d'Angelina tant qu'actrice a été davantage démontrée dans Salt 2010, un thriller d'action écrit à l'origine pour un protagoniste masculin, mais réécrit spécifiquement pour elle. Son interprétation d'Evelyn Salt, une agente de la CIA accusée d'être une espionne russe, a mis valeur sa capacité à porter un film d'action majeur tant que seule tête d'affiche, tout effectuant bon nombre de ses propres cascades. Tout au long de cette période de succès commercial, Angelina n'a jamais abandonné son engagement envers des projets artistiques plus stimulants. Son travail dans L'Échange 2008, réalisé par Clint Eastwood, lui a valu une autre nomination aux Academy Awards pour la meilleure actrice. Son interprétation de Christine Collins, une mère à la recherche de son fils kidnappé dans le Los Angeles de 1928, était à la fois émotionnellement dévastatrice et techniquement magistrale, prouvant que sa promesse précoce, tant qu'actrice dramatique sérieuse, avait été pleinement réalisée. L'approche d'Angelina Jolie matière de santé et de décision médicale a été caractérisée par la même attitude intrépide et proactive qui a défini sa carrière d'actrice et son travail humanitaire. Son parcours public avec les soins de santé préventifs est devenu un tournant non seulement dans sa vie personnelle, mais aussi dans les conversations mondiales sur les tests génétiques, la médecine préventive et la défense de la santé des femmes. Le chapitre le plus important de son histoire de santé a commencé avec la perte dévastatrice de sa mère, Marceline Bertrand, à cause d'un cancer de l'ovaire 2007. Cette tragédie a profondément influencé la perspective d'Angelina sur la santé et la mortalité, particulier compte tenu de sa relation étroite avec sa mère. Marceline avait reçu un diagnostic de cancer de l'ovaire 1999 et a combattu la maladie pendant 8 ans avant de succomber à l'âge de 56 ans. La bataille prolongée a permis à Angelina de témoigner de première main des effets dévastateurs du cancer héréditaire et de l'importance du dépistage et de la prévention précoce. Suite à la mort de sa mère, Angelina a pris la décision de subir des tests génétiques pour déterminer son risque de développer des cancers héréditaires. Les résultats ont révélé qu'elle était porteuse de la mutation du gène BRCA1,
ce qui augmentait considérablement son risque de développer un cancer du sein à 87% et un cancer de l'ovaire à 50%. Cette prédisposition génétique signifiait qu'elle avait hérité de la même vulnérabilité qui avait coûté la vie à sa mère, une révélation qui allait fondamentalement modifier son approche de sa propre santé et de son avenir. La décision de subir une chirurgie préventive n'a pas été prise à la légère. Angelina a consulté de nombreux experts médicaux, conseillers génétiques et spécialistes pour bien comprendre ses options et les implications de chaque choix. Elle était parfaitement consciente que sa décision affecterait non seulement sa propre vie, mais aussi ses 6 enfants et son partenaire de l'époque, Brad Pitt. Le poids de potentiellement laisser ses enfants orphelins de mère, comme elle l'avait vécu avec sa propre mère, a été un facteur déterminant dans sa décision finale. 2013, Angelina a pris la courageuse décision de subir une double mastectomie préventive, une procédure qui a réduit son risque de cancer du sein de 87% à moins de 5%. La chirurgie a été pratiquée au Pink Lotus Breast Center de Beverly Hills, utilisant les techniques de reconstruction les plus avancées disponibles. Sa décision de rendre public ce choix médical privé était délibérée et stratégique, visant à sensibiliser le public aux tests génétiques et aux options préventives pour les femmes confrontées à des situations similaires. Son annonce de la chirurgie, publiée dans le New York Times dans un article d'opinion intitulé « Mon choix médical », a créé ce qui est devenu connu sous le nom d'effet Angelina Jolie. Les centres médicaux du monde entier ont signalé une augmentation significative des demandes de renseignements concernant les tests génétiques et les chirurgies préventives. Suite à sa révélation, son ouverture concernant la procédure a contribué à déstigmatiser les mastectomies préventives et à encourager d'innombrables femmes à demander des conseils et des tests génétiques. La récupération physique et émotionnelle de la mastectomie a été difficile. Angelina a parlé de la période d'adaptation nécessaire non seulement pour la guérison physique, mais aussi pour l'adaptation psychologique au changement de son corps. Le processus de reconstruction a nécessité plusieurs interventions chirurgicales sur plusieurs mois, au cours desquelles elle a continué à travailler et à maintenir ses engagements publics tout gérants. Elle a parlé de l'importance de la thérapie et du conseil, non seulement pour elle-même, mais aussi pour ses enfants, car ils doivent faire face au défi unique de grandir sous les projecteurs et de faire face à la séparation très médiatisée de leurs parents. La tapisserie de la vie d'Angelina Jolie a été tissée avec des pertes profondes qui ont façonné sa vision du monde, son approche des relations et sa compréhension de la fragilité de la mortalité. Ces expériences de deuil et de perte ont contribué de manière significative à sa conscience humanitaire et à sa protection féroce de sa propre famille, tout révélant la profondeur de sa résilience face à des tragédies personnelles dévastatrices. La perte la plus importante dans la vie d'Angelina a sans aucun doute été le décès de sa mère, Marceline Bertrand, janvier 2007. La bataille du Hills. De La bataille de Marceline contre le cancer de l'ovaire n'a pas été qu'une lutte médicale, mais une odyssée émotionnelle qui a rapproché encore plus la mère et la fille au cours des dernières années de sa vie. À mesure que la santé de Marceline se détériorait, Angelina s'est de plus impliquée dans ses soins, mettant souvent sa carrière suspens pour passer du temps avec sa mère pendant les traitements et les séjours à l'hôpital. L'influence de Marceline sur Angelina s'est étendue bien au-delà de la relation typique mère-fille. Elle était la boussole morale d'Angelina, son introduction aux causes humanitaires et sa principale source de soutien émotionnel tout au long de sa jeunesse turbulente et du début de sa carrière. Marceline avait consacré une grande partie de sa vie plus tard à soutenir la recherche sur le cancer et à défendre les droits des autochtones, des valeurs qu'elle a profondément inculquées à sa fille. Sa mort à l'âge de 56 ans a laissé un énorme vide dans la vie d'Angelina, un vide qui allait fondamentalement modifier ses priorités et sa philosophie de vie. Le deuil qui a suivi la mort de sa mère a été accablant et transformateur. Angelina a décrit se sentir perdue et remettre question tout ce qui concerne la direction de sa vie.
La femme qui l'avait guidé dans ses moments les plus sombres, célébré ses succès et fourni un amour inconditionnel était partie. Cette perte a intensifié les instincts protecteurs déjà forts d'Angelina envers ses propres enfants et a renforcé sa détermination à être aussi présente et impliquée que possible dans leur vie. Une autre perte importante est survenue avec la détérioration et l'effondrement éventuel et complet de sa relation avec son père, John Voight. Bien que leur relation ait toujours été compliquée raison de son absence pendant son enfance, la rupture finale est survenue 2002. Lorsque Voight a fait des déclarations publiques sur la santé mentale d'Angelina lors d'une entrevue télévisée. Ses commentaires, qui suggéraient qu'elle avait de graves problèmes mentaux, ont été faits sans son consentement et à un moment particulièrement vulnérable de sa vie. Cette trahison de son père représentait non seulement la perte d'une relation, mais la mort de tout espoir de réconciliation ou de compréhension entre eux. Pour quelqu'un qui avait déjà lutté contre des problèmes d'abandon découlant de son absence pendant son enfance, cette humiliation publique ressemblait à un rejet final. La brouille a duré plusieurs années et a été particulièrement douloureuse, car cela signifiait que ses enfants n'auraient pas l'occasion de connaître leur grand-père pendant leurs années de formation. La perte de son mariage avec Brad Pitt 2016 a représenté une autre profonde tragédie personnelle, bien que d'une nature différente. Leur relation, qui a commencé 2005, et comprenait à la fois un partenariat romantique et un engagement commun envers les causes humanitaires, avait été l'une des plus scrutées de l'histoire d'Hollywood. La dissolution de leur mariage n'était pas seulement la fin d'une relation amoureuse, mais la fracture d'une cellule familiale qui comprenait 6 enfants, dont 3 ont été adoptés à l'international. La procédure de divorce a été particulièrement traumatisante, raison de sa nature publique et des batailles pour la garde qui ont suivi. Des allégations et des contre-allégations ont été rendues publiques par le biais de documents judiciaires et de reportages dans les médias, exposant des détails intimes de leur vie de famille à un examen minutieux à l'échelle mondiale. Pour quelqu'un qui avait toujours protégé farouchement la vie privée de ses enfants, la nature publique du divorce représentait une perte de contrôle sur le récit de leur famille et sur la capacité de leurs enfants à avoir une enfance normale. L'impact du divorce sur ses enfants a été une source d'angoisse constante pour Angelina. Elle a vu son unité familiale, qu'elle avait tant travaillé à créer et à entretenir, être déchirée par des procédures judiciaires et l'attention des médias. Les enfants, qui avaient connu la stabilité et l'unité, ont soudainement été confrontés à des loyautés partagées, à des foyers séparés et à la présence constante de paparazzi documentant les difficultés de leur famille. Au-delà de sa famille immédiate, Angelina a également subi de profondes pertes grâce à son travail humanitaire. Ses nombreux voyages dans les zones de conflit et les camps de réfugiés l'ont exposée à d'innombrables histoires de souffrance et de pertes humaines. Elle a été témoin des conséquences du génocide, des catastrophes naturelles et des crimes de guerre, des expériences qui ont laissé des cicatrices émotionnelles durables. La mort de personnes avec lesquelles elle avait travaillé et s'était liée d'amitié pendant ses missions humanitaires a été une source récurrente de chagrin. Une perte particulièrement marquante a été la mort d'Ahmad, un jeune réfugié afghan qu'elle avait rencontré et suivi pendant plusieurs années. Son histoire, dont elle avait espéré qu'elle aurait une issue positive, s'est terminée tragédie, servant de rappel brutal des dures réalités auxquelles sont confrontées les populations les plus vulnérables du monde. Ces pertes professionnelles, bien que différentes des tragédies familiales personnelles, ont contribué à sa compréhension de la souffrance et à son engagement envers le travail de plaidoyer. L'effet cumulatif de ces pertes a été à la fois dévastateur et transformateur. Angelina a déclaré que le deuil lui avait appris à apprécier le moment présent et à donner la priorité à ce qui compte vraiment. La douleur de perdre sa mère l'a rendue plus déterminée à être présente pour ses propres enfants. La trahison de son père a renforcé son engagement à être digne de confiance et à soutenir sa propre famille. La dissolution de son mariage lui a enseigné la résilience
et l'importance de protéger le bien-être émotionnel de ses enfants avant tout. Ses expériences dans de pertes ont également approfondi son empathie et sa compréhension de la souffrance humaine, la rendant plus efficace dans son rôle de défenseur des droits de l'homme. Ayant elle-même vécu un profond chagrin, elle apporte une compassion authentique à son travail auprès des réfugiés et des victimes de violences dans le monde entier. Ces pertes personnelles sont devenues une source de force sur laquelle elle s'appuie lorsqu'elle travaille avec d'autres personnes qui ont vécu un traumatisme et un déplacement. Alors qu'Angelina Jolie entame sa 6e décennie de vie, elle est sortie de sa période personnelle la plus difficile avec un sens renouvelé du but et une compréhension plus claire de ses priorités. La femme qui a autrefois captivé le public, tant que Lara Croft et a remporté un Academy Award pour son portrait brut dans Une vie volée, est devenue une personne aux multiples facettes dont l'influence s'étend bien au-delà de l'industrie du divertissement, englobant la diplomatie, la réalisation, l'écriture et, plus important encore, la maternité dévouée. Aujourd'hui, l'objectif principal d'Angelina reste ses 6 enfants, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh et les jumeaux Knox et Vivienne. Suite à son divorce avec Brad Pitt, elle a travaillé sans relâche pour créer la stabilité et la normalité pour sa famille, tout naviguant dans les complexités de la coparentalité sous les projecteurs. Son approche de la maternité est devenue encore plus intentionnelle et protectrice, s'inspirant de ses propres expériences d'abandon infantile pour s'assurer que ses enfants se sentent en sécurité et soutenus. Les arrangements de garde et les procédures judiciaires, courts avec Brad Pitt, ont été une partie importante de ces dernières années. Bien qu'elle ait toujours essayé de garder ces questions aussi privées que possible pour le bien de ses enfants, malgré les difficultés, elle a maintenu que le bien-être de ses enfants reste sa priorité absolue, et elle a pris des décisions concernant sa carrière et sa situation de vie, principalement en fonction de ce qui serait le mieux pour leur développement émotionnel et psychologique. Sur le plan professionnel, Angelina s'est de plus concentrée sur la réalisation et la production plutôt que sur le jeu, une transition qui lui permet d'avoir un plus grand contrôle créatif et plus de flexibilité dans son emploi du temps pour être présente pour ses enfants. Ses œuvres de réalisation, notamment Invincible, 2014, Vue sur mer, 2015. D'abord, Ils ont tué mon père 2017 et Ceux qui veulent ma main, qui veulent ma mort 2021, démontrent son engagement à raconter des histoires significatives qui abordent souvent des thèmes de survie, de résilience et de droits de l'homme. Son film de 2017, d'abord, Ils ont tué mon père, qu'elle a réalisé et coécrit, était particulièrement important car il traitait du génocide cambodgien sous le régime des Khmers rouges. Le projet était profondément personnel, car le Cambodge a une signification particulière pour sa famille grâce à l'adoption de son fils aîné, Maddox. Le film a nécessité des recherches approfondies et une collaboration avec les communautés cambodgiennes reflétant son engagement envers une narration authentique et une sensibilité culturelle. Ces dernières années, Angelina s'est également aventurée dans l'écriture, contribuant des articles d'opinion et des articles à de grandes publications sur des sujets allant des droits des réfugiés à la santé des femmes. Ses écrits sont sadiques et sont parus dans le New York Times, The Guardian, Time Magazine et d'autres plateformes influentes, où elle utilise sa voix pour plaider faveur de changements de politique et d'une aide humanitaire accrue. Ces articles démontrent une compréhension sophistiquée des relations internationales et du droit des droits de l'homme, reflétant des années d'expérience sur le terrain et d'études universitaires. Son rôle d'envoyé spécial du HCR continue d'être un élément central de son identité et de sa vie quotidienne. Même si ses enfants ont grandi, elle a maintenu son engagement à visiter les camps de réfugiés, à rencontrer des dirigeants mondiaux et à défendre les populations déplacées. Ses récentes missions ont inclus des visites Jordanie, au Bangladesh et à divers endroits Afrique où elle a documenté la crise des réfugiés courts et fait pression pour un soutien international accru. La pandémie de Covid-19 a eu un impact significatif sur le travail et la vie personnelle d'Angelina, comme elle l'a fait pour les gens du monde entier. Pendant les confinements, elle s'est concentrée sur l'enseignement à domicile de ses enfants
et a utilisé le temps pour réfléchir et planifier de futurs projets. Elle s'est également impliquée dans les efforts de secours cas de pandémie, travaillant avec diverses organisations pour fournir de l'aide aux populations vulnérables qui ont été touchées de manière disproportionnée par la crise sanitaire. Actuellement, Angelina réside principalement à Los Angeles, bien qu'elle conserve la possibilité de voyager pour le travail et les missions humanitaires. Sa situation de vie a été soigneusement conçue pour offrir à ses enfants la stabilité tout tenant compte des défis uniques de leur situation familiale de haut niveau. Elle a parlé de l'importance de créer un environnement familial où ses enfants peuvent explorer leurs intérêts individuels et leurs antécédents culturels. Alors que ses enfants sont entrés dans leur adolescence et au début de l'âge adulte, Angelina a dû adapter son style parental pour répondre à leurs besoins changeants. Maddox, son aîné, a commencé ses études universitaires tandis que les autres enfants suivent leurs propres étapes de développement. Elle a été ouverte au sujet des défis et des récompenses liés à l'éducation d'enfants issus de différents milieux culturels, soulignant l'importance de les aider à maintenir des liens avec leur pays et culture d'origine. Des interviews récentes et des apparitions publiques montrent une Angelina qui semble plus installée et plus satisfaite qu'elle ne l'a été depuis des années. Bien qu'elle conserve son intensité et sa passion caractéristique pour ses causes, il y a un sentiment de paix et d'acceptation qui n'était pas toujours présent au cours de ses premières années plus tumultueuses. Elle a parlé de trouver de la joie dans de simples moments en famille et de prendre plaisir à regarder ses enfants développer leur propre personnalité et leurs propres intérêts. Ce qui concerne l'avenir, Angelina a plusieurs projets de développement, y compris des projets de réalisation et de production. Elle continue d'être sélective quant au rôle d'actrice, préférant les projets qui correspondent à ses valeurs et lui permettent de maintenir son objectif principal sur la famille et le travail humanitaire. Sa société de production, Jolipa Productions, développe plusieurs films qui traitent de thèmes de justice sociale et d'histoires de communautés sous-représentées. Son influence à Hollywood a évolué, passant de celle d'une actrice de premier plan à celle d'une cinéaste et d'une défenseure respectée qui utilise sa tribune pour amplifier d'importantes questions sociales. Des collègues de l'industrie la décrivent comme une personne qui a trouvé sa voix authentique et qui ne s'intéresse plus à la gloire pour elle-même, mais plutôt à l'utilisation de sa visibilité et de ses ressources pour créer un changement significatif. L'Angelina Jolie d'aujourd'hui représente le point culminant de décennies de croissance personnelle, d'évolution professionnelle et de sagesse durement acquise. Elle est passée de la jeune actrice rebelle qui a autrefois fait la une des journaux pour son comportement non conventionnel à une défenseur digne, une mère dévouée et une cinéaste accomplie. Bien qu'elle continue de faire face à des défis, particuliers équilibrant ses responsabilités publiques et sa vie privée, elle semble avoir trouvé une voie durable pour l'avenir qui honore à la fois ses valeurs personnelles et son engagement à avoir un impact positif sur le monde. Son héritage est encore train d'être écrit, mais il est clair que son influence s'étend bien au-delà de sa filmographie, à travers son travail humanitaire, sa défense de la santé des femmes, ses efforts pour attirer l'attention sur les conflits mondiaux et les crises de réfugiés, et son dévouement à élever ses enfants avec sensibilisation et compassion. Angelina Jolie s'est établie comme une figure dont l'impact se fera sentir bien après la fin de sa carrière dans le divertissement. Elle représente un modèle de la façon dont le statut de célébrité peut être mis à profit pour un changement social significatif, démontrant que les luttes personnelles et le succès public peuvent coexister avec un service authentique aux autres.